20h sur DTV, le journal et ses titres. Grève du Sudgist, le ministre de la Justice annonce la signature de 3 décrets très prochainement concernant les indemnités. Le professeur Ismaïla Madior Fall exclut toute idée d'application immédiate. Présidentielle 2019, le dépôt des dossiers de candidature débute dans un désordre total. Le calme est revenu ce matin au siège du Conseil constitutionnel. L'Ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens engagent la lutte contre les faux médicaments. Ils prônent l'éradication des points illégaux de vente à Touba. Avenant de la dernière chance pour Alioune Cissé, le sélectionneur national est dans une posture d'obligation de résultat à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Décryptage de cette décision avec Sambou Biagui. À voir dans cette édition. Bonsoir. Le ministre de la Justice réagit à la grève du syndicat des travailleurs de la justice. Ismaïla Madior Fall annonce la signature prochaine de 3 décrets. Ils ont trait au statut des travailleurs, au centre de formation judiciaire et au fonds commun des travailleurs de la justice. Quant aux indemnités, le ministre de la Justice se veut clair. Le gouvernement du Sénégal est d'accord sur le principe, mais l'application immédiate n'est pas encore à l'ordre du jour. Le ministre de la Justice que nous écoutons au micro de Maria Toussane. Il y a un certain nombre de textes qui ont été adoptés en Conseil des ministres. C'est le décret sur le statut des travailleurs de la justice, le décret sur le CFJ, le centre de formation judiciaire, et il y a des décrets sur les fonds communs des travailleurs de la justice. Ces décrets sont finalisés et vont incessamment être signés. Normalement, ces décrets pourraient être même signés dans la semaine. Le problème, c'est sur les indemnités, une augmentation de leurs indemnités. L'État est d'accord sur le principe. L'État considère que c'est des mesures pour lesquelles la mise en œuvre ne peut pas être faite immédiatement. C'est pour ça qu'on est en train de trouver avec eux d'autres formules de substitution en attendant que les conditions soient réunies pour la mise en œuvre de ces mesures. Voilà. La situation des Tchantakoun, comme vous le savez, c'est une situation qui est regrettable. Pourquoi regrettable? Parce que c'est un cas de longue détention, 6 ans. Mais c'est une situation qui s'explique par le fonctionnement de la justice. Parce que comme vous le savez, c'est une affaire qui devait être jugée par le tribunal de grande instance de Thiès. Entre-temps, on a créé le tribunal de grande instance de Mbour. Donc c'est Mbour maintenant qui va connaître de l'affaire des Tchantakoun. Mais le tribunal vient d'ouvrir. Donc le tribunal, dans sa programmation des criminels, va juger cette affaire. 40% des détenus sont en détention provisoire. L'administration pénitentiaire prend des mesures pour réduire les longues détentions provisoires et du même coup lutter contre le surpeuplement carcéral. C'est dans le cadre de la mission de sécurité et de préparation à la réinsertion sociale des personnes incarcérées. Mariatou Sané pour plus de précisions. La situation carcérale liée aux longues détentions préventives et le surpeuplement dans les prisons, des stratégies sont mises pour améliorer l'environnement carcéral. Nous trouvons qu'il y a un surpeuplement. Il faut moderniser la justice. Et la modernisation de la justice va aussi avec la modernisation des prisons, va avec l'humanisation des prisons. D'où l'option fondamentale de construire une nouvelle prison à Sébikotane. Aujourd'hui, à Kaolack, il y a la prison de Koutal, où il y a 500 nouvelles places, plus la réhabilitation des prisons actuellement, c'est-à-dire la construction de nouvelles chambres qui répondent aux standards internationaux de l'encellulement. C'est le cas par exemple à Thiès, ça va être le cas à Mbour. Donc on agit sur l'infrastructure pénitentiaire. Toujours dans le cadre de cette lutte contre le surpeuplement carcéral, il y a des mesures qui sont envisagées de façon significative. C'est les libérations conditionnelles. Il y a aussi les grâces. Des dispositions sont en train d'être prises pour qu'il y ait plus de chambres criminelles, pour que les chambres criminelles fonctionnent plus rapidement et que les personnes soient jugées. Mais il y a quelque chose qui est nouveau, qu'on va introduire en 2019, c'est le bracelet électronique. Désormais, le bracelet électronique va être introduit dans notre pratique pénale
en amont et en aval. Des mesures par rapport à la justice relatives aux lenteurs sont également envisagées. Une troisième chambre criminelle qui a été instaurée à Dakar, parce qu'on a vu que c'est en matière criminelle que les procès, les audiences prennent du temps. Donc aujourd'hui, au niveau des chambres criminelles, on a créé des chambres criminelles. Il y a une nouvelle chambre criminelle à Pikine. Donc il y a des mesures qui sont prises, tant au niveau des prisons, de l'infrastructure pénitentiaire, qu'au niveau de la justice, pour faire en sorte que le nombre de Sénégalais qui aillent en prison, alors qu'ils ne devraient pas y aller, diminue de façon significative. Ainsi, cet atelier de sensibilisation vise une nouvelle politique carcérale beaucoup plus efficace, mais également former les médias sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires. La politique, la nuit a été longue hier au siège du Conseil constitutionnel. L'ouverture officielle des dépôts de dossiers de candidature à la prochaine élection présidentielle a été houleuse. Malick Gakou déchire la liste de présence. Dans la foulée, il est arrêté puis libéré. Finalement, les dépôts ont démarré ce matin dans le calme. Retour sur une nuit mouvementée au siège du Conseil constitutionnel avec Code Ndiaye. A été longue pour les mandataires venus déposer le dossier de candidature et de parrainage, mais la mission n'a pas été de tout repos. Confusion et cacophonie ont rythmé les premières heures du démarrage des dépôts de candidature et de parrainage. Les différents mandataires ne s'accordent pas sur un système consensuel. L'opposition impute cette confusion à l'État. Aucune loi au Sénégal ne permet au président de la République et à son parti de pouvoir s'autodésigner premier d'une liste à déposer une candidature. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que cela se passe de cette manière. Nous l'avons dénoncé avec force. Nous avons dénoncé cela avec énergie, avec engagement. Et cela, bien évidemment, nous a coûté des brimades. Mais comme je l'ai toujours dit, pour le Sénégal, nous sommes prêts à laisser notre vie. La riposte ne s'est pas fait attendre de la part du mandataire de Benno Bokk Yakaar. Nous avons pris toutes nos dispositions pour être là les premiers. Ensuite, je crois qu'il y a un représentant de l'opposition, etc. etc. Devant les barrières de la gendarmerie, comme vous pouvez les voir, nous ne les avons pas installées nous-mêmes. Et quand un candidat est arrivé, il n'était pas content de son rang. Il s'est levé trop tard certainement. Malick Gakou en l'occurrence, et il a arraché des mains du gendarme la liste d'attente et l'a déchirée, ce qui est vraiment regrettable. À minuit arrive l'heure fatidique et ça va dans tous les sens. Quelques minutes, le calme revient avec l'aide des forces de l'ordre, mais la situation laisse planer le doute quant à la suite des événements. Le problème qui se pose, c'est que ce premier acte de matérialisation de la loi sur le parrainage montre les limites de cette loi qui a été votée sans débat. Voilà pourquoi un débat est utile. Parce que peut-être que s'il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale, les gens auraient pu déceler ces difficultés. Vous avez constaté que les choses ont commencé depuis ce matin, c'est-à-dire le 10. Ils ont donné des jetons. Et en réalité, l'objectif, c'était de faire passer leur candidat fantoche pour qu'on puisse dire demain que vos parrains ont parrainé d'autres listes et pouvoir éliminer un certain nombre de candidats de l'opposition. C'est donc parti pour un marathon de 2 semaines au Conseil constitutionnel, la date butoir des dépôts fixée au 26 décembre prochain. Mais en attendant, les choses semblent confuses entre pouvoir et opposition. Autre sujet, autre contestation, les élèves professeurs de la promotion 2013 de la FASTEF à Boudener, ils ont tenu un sit-in ce matin. Ça n'est qu'un premier acte. Si dans les 48 heures qui viennent, ils ne reçoivent pas leur ordre d'affectation, la suite pourrait être désastreuse. Ces ressortissants de la FASTEF n'excluent pas de s'immoler par le feu s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Amadou Mahtar Ndiaye. Des élèves professeurs diplômés de la faculté des sciences et technologies de l'enseignement et de la formation, FASTEF, encore dans la rue. Cette fois-ci, ils ont investi la place de l'indépendance pour une fois de plus exiger leur affectation. Notre
présence ici à la place de l'Indépendance s'inscrit dans la suite logique de nos différentes activités que nous menions depuis 2013 pour l'obtention de nos diplômes, de notre affectation. Autrement dit, nous réclamons nos OS. Après notre sortie, il y a un nombre qui a été recruté et un autre nombre est laissé en rade, ce qui est injuste. L'école sénégalaise qui fait face à un déficit en professeurs et pendant ce temps, ses élèves professeurs qui soutiennent être opérationnels ne sont toujours pas fonctionnels. L'école sénégalaise souffre de manque de professeurs alors qu'il y a des professeurs qui sont là. Et pour que leur cri de cœur soit entendu, ces manifestants soutiennent être prêts à tout. Dans les jours qui viennent, plus précisément dans 48 heures, si le problème des sortants de la FASEF n'est pas réglé, nous allons directement devant le palais de la République pour s'immoler, pour se donner la mort d'une manière collective, parce que ça suffit. 213 élèves maîtres attendent leur affectation depuis plus de 5 ans. Ils appellent les autorités étatiques à régler leurs problèmes avant que l'irréparable ne se produise. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ne décolèrent pas. Ils exigent leur insertion dans la fonction publique après l'obtention de leur certificat d'aptitude. Les membres du collectif de la 25e promotion de l'INSEP menacent de durcir le ton s'ils n'obtiennent pas gain de cause dans les jours à venir. Leur courroux dans cet élément de Ramatoulaye Diouf. La 25e promotion des inspecteurs de la jeunesse et du sport sortant de l'INSEPS durcit le temps. Au nombre de 16, ils exigent leur intégration dans la fonction publique. Il y a de cela 6 mois, depuis que nous avons reçu nos certificats d'aptitude aux fonctions d'inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports, qui sanctionnent 2 années de formation professionnelle intense. À la suite d'un concours hautement sélectif organisé par l'État du Sénégal et financé par l'État du Sénégal. Mais jusqu'au moment où je vous parle, on a saisi des autorités compétentes à la matière pour être édifié de l'état d'avancement véritable du dossier de recrutement des inspecteurs. Mais jusqu'au moment où je vous parle, aucune suite n'a été réservée face à ces correspondances. Après plusieurs démarches auprès des autorités afin de trouver une solution à leurs problèmes, ces inspecteurs voient toujours rouge, raison pour laquelle ils interpellent le président de la République. Il y a un manque criard d'inspecteurs, des cadres supérieurs au niveau du ministère, des ministères, que ce soit jeunesse sport, et l'autorité compétente, la plus haute autorité, donc aujourd'hui c'est le président de la République. Et nous lançons un appel solennel à l'endroit de cette autorité-là pour lui dire la situation telle qu'elle est. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des cadres supérieurs soient formés, aptes à dérouler des politiques publiques en matière de jeunesse et de sport, et que leur dossier de recrutement et d'intégration puisse véritablement connaître un si grand retard. Toutefois, si rien n'est fait, ils menacent de dérouler un plan d'action. Nous avons été formés par l'État, donc nous devons être véritablement recrutés par l'État. Donc ce qui veut dire que la situation est là, nous sommes vraiment armés et nous comptons mener des combats. Aucun moyen de lutte n'est exclu véritablement pour obtenir gain de cause. Ces inspecteurs déplorent avec la dernière énergie leur situation. Cependant, au terme de cette rencontre, un agent de sécurité est intervenu pour empêcher la tenue de ce point de presse, mais les organisateurs ont répliqué par une autorisation. Hors de nos frontières, autre protestation. En France, ils dictent leurs lois. Les Gilets jaunes ont eu des avancées ou satisfactions sur pas mal de sujets, mais ce mouvement est-il contagieux? Cette forme de protestation peut inspirer des Sénégalais à l'image de Guy Marius Sagna, mais les contextes et les pays ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas, Aoba? Les Gilets jaunes qui font débat en France motivent des Sénégalais. Ces derniers sont appelés à ne pas imiter et mener le combat de la France, mais plutôt celui de l'éducation, de la santé et d'autres secteurs au Sénégal. Nous avons déjà ici au Sénégal nos Gilets jaunes. Ils s'appellent demi-grossistes qui se battent contre Orange, contre l'oppression de Orange. Il s'agit en fait des syndicalistes du secteur de la santé qui se battent pour un meilleur système sanitaire ici au Sénégal. C'est cela nos gilets jaunes. Nous n'avons pas besoin d'importer des gilets jaunes au Sénégal et en Afrique. Nous en avons déjà. Toutefois, il existe un point en commun entre ce mouvement et mai 68. Le mouvement des gilets jaunes, et avant elle, il y a eu plusieurs expressions de cette résistance, dont mai 68. Malgré cette diversité de
de mouvement ou d'expression des résistances. Le point commun que l'on pourrait trouver, c'est la résistance à l'oppression, la résistance à l'exploitation de l'homme par l'homme. Par contre, ce sociologue trouve qu'il y a un manque d'engagement des Sénégalais dans la lutte des syndicalistes. Nous avons les mêmes revendications, nous avons les mêmes besoins en tant qu'êtres humains et ensuite nous avons les mêmes aspirations que le peuple français. Seulement il y a une différence et c'est cette différence-là qui est fondamentale. La France a réglé des problèmes primaires avant nous, mais si vous voulez ramener ça au Sénégal, ça va poser problème. Le peuple sénégalais n'est pas tellement engagé pour sa vraie cause. La mobilisation des Gilets jaunes, similaire à mai 68 en matière de revendications liées au pouvoir d'achat ou à l'expression de la colère vis-à-vis des gouvernants, intéresse fortement les Sénégalais. Par conséquent, ces acteurs interpellent ces derniers à s'engager davantage dans la lutte sociale. Pour éviter ce qui se passe en France, il faut peut-être améliorer les conditions des travailleurs. C'est ce à quoi s'attelle le gouvernement du Sénégal, un objectif dont l'atteinte nécessite un plan bien défini. Le programme pour le travail décent s'inscrit dans ce cadre. Une signature de convention est en vue pour la matérialisation de cette ambition, nous dit Safiatou Koli. Pour permettre à tout un chacun de bénéficier d'un travail épanoui, répondant aux normes régies par le Code du travail, le gouvernement du Sénégal prend les devants en initiant un nouveau programme. Nous voulons qu'il y ait des Sénégalais de plus en plus nombreux à disposer d'un travail décent, d'un travail rémunérateur, d'un travail qui leur donnerait du cœur à l'ouvrage, d'un travail qui ouvrirait des horizons à d'autres Sénégalais et qui leur procurerait à ces Sénégalais-là également du travail. Donc ce que nous escomptons de ce programme-là est en fait énorme du point de vue de l'implication et de l'impact sur la communauté nationale. Ce programme s'ajoute à la longue liste des programmes, mais pour la Confédération des syndicats autonomes, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre au monde du travail sénégalais. Ce programme-là, au bout de 4 ans, il va nous coûter moins d'1 milliard. Moins d'1 milliard pour le budget du Sénégal, je pense que c'est epsilon. Donc je pense que nous, en tout cas, acteurs du travail, nous mobiliserons pour que les moyens soient débloqués, pour que ce programme réussisse. Dans la démarche envisagée par le programme Pays pour le travail décent, toutes les parties sont impliquées, y compris les inspecteurs du travail. L'inspection du travail va continuer à accompagner les travailleurs, mais également les employeurs, et il aura un rôle de vigile, mais également un rôle d'appui conseil. Son rôle ne sera un rôle simplement en fait de protection des travailleurs, n'est-ce pas, parce que c'est ça d'abord sa mission essentielle, mais également un rôle de régulation. Il va continuer à le jouer comme il le joue, à mon sens, excellemment. Compris entre 2018 et 2022, ce programme vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Même le secteur informel n'est pas épargné. Avant le travail décent, la formation, dette du gouvernement aux instituts de formation privés, les étudiants exclus ont manifesté hier devant les grilles de la préfecture de Diourbel. Ils réclament, à l'instar de leurs collègues du public, la poursuite de leurs Sow a porté leur amertume au micro de notre correspondant à Diourbel, El Modougay. Nous l'écoutons. On a subi les mêmes conséquences comme eux pour faire le baccalauréat. On l'a obtenu. Donc nous voulons étudier. Nous voulons regagner les amphis comme nos camarades. Nous sommes des étudiants comme tous les étudiants. Nous voulons reprendre le chemin des écoles, faire nos cours correctement. Et on en a marre. Il est temps. Nous voulons que ça cesse. Il est temps. Aujourd'hui, on s'est conclu de faire une marche pacifique. Mais sachez que si la situation reste intacte, on est obligé d'emprunter une vitesse supérieure. C'est notre avenir qui est en jeu. Nous n'accepterons jamais que notre avenir soit piétiné. L'État même sache que nous sommes l'avenir de demain et nous sommes prêts pour
pour soutenir notre pays demain. Donc nous n'accepterons jamais d'être dans les rues. Nous ne sommes pas là pour être dans les rues ou bien pour être dans les maisons à faire du thé. Il est temps d'aller en classe, étudier comme nos camarades. Merci. Sur un tout autre registre, l'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais les effets du dérèglement climatique sont palpables. L'agriculture et l'environnement en pâtissent au plus haut niveau. L'Israël s'engage à aider le Sénégal à s'adapter. L'agriculture irriguée est mise en branle. N'est-ce pas les éclaircissements dans cet élément de Sylvie Saratasawa? Est l'un des continents les plus touchés par le dérèglement climatique. C'est ce qu'a compris l'Israël qui s'engage à aider le Sénégal à supporter ces changements par un transfert de technologie. La responsabilité de l'Afrique, c'est à peu près 3% de toutes les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre viennent de l'Afrique. Et alors c'était le but de cette conférence, c'est-à-dire de voir comment Israël peut aider l'Afrique dans les domaines que j'ai cités. En visite de 5 jours au Sénégal, l'ex-ambassadeur affirme que la meilleure des solutions est de miser sur l'agriculture afin d'assurer la production, d'autant plus que d'ici à 2050, la population africaine sera à 2,1 milliards. L'arrivée de la pluie n'est plus sûre. Alors, la façon à faire face à ça, c'est transférer l'agriculture pluviale, l'agriculture sous pluie, vers l'agriculture irriguée, avec l'énergie solaire, par exemple, les pompes solaires, les panneaux solaires, etc. On peut irriguer même à l'intérieur. D'autres stratégies vont être adoptées, telles que la formation d'étudiants en agrostardise, dans le but d'aider le Sénégal à se développer et à assurer sa productivité. La santé à présent ou la justice, c'est selon Affaire Touba Belel, l'ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal se constituent partie civile. Ils saluent la condamnation de Barasila et de Amadou Wouri Diallo. Selon eux, ce délibéré est un signal fort. Les pharmaciens demandent ainsi la fermeture des dépôts illégaux à Touba, leur ordonnance dans ce compte rendu signé d'Aïfatim Lo. Le mardi 4 décembre passé, le tribunal de grande instance de Diourbel avait condamné Barasila et Amadou Wouri Diallo respectivement à 7 et 5 ans de prison. Un délibéré que salue l'ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal félicitent la gendarmerie nationale qui a opéré la saisie et les juges qui ont dit le droit dans toute sa rigueur. Il reste quand même vigilant par rapport à son exécution dans les délais prévus par la loi. Toutefois, il déplore le déroulement de l'enquête qui, selon ces pharmaciens, ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Ils ne sont pas satisfaits à 100%. Pour une saisie de cette ampleur, il était inconcevable qu'une seule personne soit inquiétée. Vous avez tous entendu Maître Babou en parler, pour dire que effectivement l'enquête ne s'est pas faite dans les règles. Parce que sinon, il y a d'autres noms sur les colis. En tout cas, beaucoup d'autres personnes auraient dû être interpellées. Il n'y a pas eu presque de perquisition chez M. Barasila. Donc l'enquête a quand même connu des limites. Aujourd'hui, l'ordre et le syndicat des pharmaciens réclament la fermeture des points illicites de vente de médicaments, surtout les dépôts illégaux de Touba. Il y va simplement d'une volonté des pouvoirs publics. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les pouvoirs publics hésitent encore ou reviennent sur leur décision? Parce que comme j'ai dit du temps d'Aboussar, que Sénégal a été fermé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. Seul l'État peut mettre un terme à ce fléau, soutient l'ordre et le syndicat. Ceci en ratifiant la convention Médicrime qui oblige les États signataires à ériger en infraction pénale la fabrication et le trafic de médicaments contrefaits.
À ce stade du journal, nous recevons notre confrère Sambou Biagui. C'est pour décrypter un peu les actualités sportives. Sambou Biagui, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Nous allons commencer avec cet avenant. Aliou Cissé va rester à la tête de l'équipe nationale de football jusqu'à la fin du mois de juillet 2019. Quels sont les enjeux liés à cet avenant? Alors, il faudrait rappeler que le ministère des Sports et la Fédération auraient trouvé donc cet accord d'avenant. L'avenant, c'est tout simplement un autre contrat qui vient rectifier le premier contrat. Alors, cela dit, Aliou Cissé devra gagner la CAN ou alors une autre décision sera prise. La décision qui sans doute qui devrait être prise, c'est qu'il va quitter le banc du Sénégal. Le ministère des Sports l'avait déjà dit quand la fédération a voulu reconduire le contrat de Aliou Cissé jusqu'à 2021. Le ministère des Sports n'était pas d'accord pour dire tout simplement que non, à la place de la reconduction du contrat, il va falloir signer un avenant. Et cet avenant donc va permettre en tout cas aux deux parties, c'est-à-dire Aliou Cissé et État du Sénégal, de se quitter à l'amiable si véritablement les objectifs ne sont pas atteints. L'objectif aujourd'hui assigné à Aliou Cissé, c'est de remporter la CAN 2019. Et là, à mon avis, beaucoup de Sénégalais sont d'accord, puisque Aliou Cissé est à la tête de cette équipe nationale du Sénégal depuis 2015, et bientôt 4 ans qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Il était en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, devant le Cameroun, battu par le Cameroun. Il a conduit l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde. C'est bien une qualification, mais le Sénégal s'est arrêté en 8e de finale avec tout ce qu'on sait. Donc l'avenant va permettre en tout cas... Le Sénégal n'a même pas été en 8e de finale. En 8e de finale. Ouais. Donc l'avenant va permettre en tout cas d'éclaircir certaines zones d'ombre pour Aliou Cissé, puisque son contrat, justement, son contrat finit le 5 mars 2019, c'est-à-dire avant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais demander à Aliou Cissé de remporter la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, est-ce que ça n'est pas trop demandé? Bon, vous savez, aujourd'hui, ce qui manque au Sénégal, ce n'est pas une qualification à la Coupe d'Afrique. Ce n'est plus un objectif du Sénégal. L'objectif du Sénégal, c'est de remporter au moins la Coupe d'Afrique. Le Cameroun, par exemple, le Cameroun n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique chez lui. Les 5 éditions remportées par le Cameroun, c'était en dehors du Cameroun. Pourquoi pas le Sénégal ne devrait pas faire ce résultat-là? Et c'est possible parce qu'aujourd'hui, nous avons les joueurs qu'il faut pour véritablement gagner un trophée continental. Et je pense qu'il est temps, il est bon aussi quand vous vous engagez dans un projet de fixer des objectifs. Et l'objectif qui avait été fixé à Aliou Cissé au début, c'était la qualification au championnat du monde et la qualification au championnat d'Afrique. Et c'est fait depuis l'autre CAN. Donc pour aller pour un nouveau bail, il faut véritablement revoir les ambitions à la hausse. Et l'ambition à la hausse actuellement qui se présente, c'est remporter la CAN. Est-ce que l'équipe nationale féminine de handball, la transition est trouvée, va remporter demain la Coupe d'Afrique de handball? Vous me direz que vous n'êtes pas Sylvain Ndom, mais je veux dire, est-ce que notre équipe nationale féminine de handball a suffisamment les épaules solides pour pouvoir remporter cette finale? Vous savez, une finale ne se joue pas, ça se gagne. Et l'équipe nationale du Sénégal de handball a fait de très belles performances depuis le début de la compétition. 6 matchs, 6 victoires.